Nous sommes vendredi 30 mai 2025, chers auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro mensuel du Forum de la presse, le décryptage des faits ayant dominé l'actualité. Ce soir, nous allons tout d'abord parler de l'opération de convoyage des pèlerins nigériens en Terre Sainte pour le Hajj 2025 organisée par le COHO. Nous parlerons également de la décision du ministre du Commerce et de l'Industrie d'interdire l'exportation de bétail à l'approche de la fête de Tabaski. Enfin, il sera question des perturbations de la desserte en électricité depuis des semaines dans les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri. Pour en débattre, nous recevons le doyen Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nafissa. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir, Monsieur Arimi. Bonsoir, Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Merci de nous recevoir chez vous. C'est le vendredi 23 mai que le dernier vol charter à son bord, 360 pèlerins nigériens, dont le commissaire au Hajj a atterri à Médine aux environs de 10 heures, une fin de la phase aller par vol charter annoncée par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara Koho dans un communiqué. Ainsi, c'est au total 9 543 pèlerins qui ont été transportés en vol charter par les deux compagnies aériennes Flydeal Niger Airlines et Flyolia et 3324 pèlerins par les vols réguliers. Je commence avec vous, Abdoulaye. Quelles sont vos appréciations de l'organisation du convoyage des pèlerins nigériens en Terre Sainte de cette année? Oui, merci Madame Nafissa. On peut dire que c'est un motif de satisfaction, étant donné que l'ensemble des pèlerins, des candidats au Hajj cette année, les pèlerins nigériens, ont pu rejoindre la Terre Sainte. Et vous venez de le dire, le dernier vol, c'était le vendredi dernier, il y a une semaine jour pour jour. Ouais. Et au total, près de 12 600 candidats au Hajj nigériens qui sont actuellement en Terre Sainte pour les rites du pèlerinage. Quand bien même il y a eu quelque part des inquiétudes qui étaient soulevées. Des inquiétudes par rapport à l'acheminement des pèlerins, justement. Parce que des programmes qui ont été faits jusqu'au 15, certains étaient dans le doute, est-ce que ça va venir, est-ce qu'ils vont partir, est-ce qu'ils ne vont pas partir. Et heureusement, donc, il y a eu plus de peur que de mal. Les jours qui ont suivi, donc le COHO a pu prendre le taureau par les cornes et a trouvé la solution idoine pour pouvoir faire en sorte que les pèlerins nigériens puissent rejoindre la Terre Sainte et accomplir le Hajj 2025. Oui, ce problème de retard, c'est-à-dire donc le premier vol devrait avoir lieu depuis le 13, mais il y a eu un retard au niveau du convoyage ou bien de l'acheminement pour des questions d'avionnaires selon le COHO. C'est que sûr, il y a eu des inquiétudes parce que moi j'étais parti voir un pèlerin qui partait, donc qui devrait partir le 15. Le 13 on était ensemble et jusque-là, en ce temps-là, il ne savait pas effectivement est-ce qu'il allait partir le 15 ou pas. Et même des vols qui étaient programmés pour le 27, certains, et pour le 17, certains n'avaient même pas encore l'invitation, tout ça là. Et c'est en catimini, certains ont été appelés pour qu'ils se trouvent, n'est-ce pas, au niveau de l'aéroport de Niamey pour pouvoir procéder, n'est-ce pas, à leur acheminement en Terre Sainte. Voilà. Alors, Abdoulaye salue donc l'opération de convoyage des pèlerins nigériens en Terre Sainte cette année par le COHO. Arimi Abba, quel est votre commentaire sur cela? Bon, tout s'est bien passé, mais apparemment c'est un peu moins bon que l'année dernière. C'est-à-dire... Or, l'année dernière, tous ces problèmes que Abdoulaye a soulevés ne se sont pas posés, ni à l'aller et d'ailleurs ni au retour aussi. Et on avait dit en son temps que c'était un problème d'homme, le problème de Hajj qu'on avait, et que voilà que le COHO, les membres ont été changés et ça s'est très bien déroulé. Bon, il s'avère que, vous voyez, le haut-commissaire, a été nommé ministre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a pris fonction ou pas encore,
Mais on le voit en tout cas beaucoup dans les affaires du Coho. Donc, même s'il n'a pas cessé de travailler là-bas, cette situation ne peut aussi que le distraire un tout petit peu. Un pied au ministère, un pied, et lui aussi, apparemment, il a tenu à organiser. Puisqu'il a commencé à organiser le Hajj avant de revenir, avant de partir. Et donc, ça a dû un tout petit peu jouer, certainement. Bien que le commissaire entrant aussi est plein déjà, dedans. C'est son adjoint, pratiquement. Donc, je crois que quand même, ils ont un tout petit peu été distraits. Mais aussi, vous savez, c'est ça la routine, à peur de tout ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle toujours d'alternance en démocratie. Quand là ils n'ont fait qu'un seul mandat, mais peut-être qu'ils auraient pu mieux se débrouiller et faire un deuxième mandat avant de s'en aller. Mais déjà après un mandat, on voit un signe d'essoufflement, des problèmes qui ne se sont pas posés à leur ballon d'essai se pose actuellement. Je crois que ils doivent se ressaisir, c'est-à-dire le Hajj a un calendrier bien déterminé. Et il y a quelques années, les Nigériens, on était au rattrapage. Parfois, on inversait même des rites parce que bon, les oulémas nous disent que bon, c'est pas grave. Si on fait tel acte après tel autre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'aller au Hajj et c'est d'être là le jour de Arafat. Et jusqu'à l'avant-veille, des Nigériens étaient là. Ça, on est parvenu à régler. Mais on doit permettre... il y a longtemps, les gens partaient pratiquement pour un mois, ou sinon 20 jours. Effectivement. Voilà. Et donc, je crois qu'on doit revenir à cette situation-là, parce qu'il s'agit d'aller prier, maximiser les prières. Et donc, le Coho doit se débrouiller vraiment pour que les choses se passent de cette manière. Moi, je pense que c'est un peu de confiance en soi. C'est ça qui arrive généralement quand on fait la même chose 2 fois, 3 fois. Alors, Ousseini, Abdoulaye estime que tout s'est bien passé dans cette opération de convoyage des pèlerins nigériens en Terre Sainte. Arimi estime que c'est moins bon que l'année dernière. Quelle est votre analyse? Mais je pense que je partage comment dire, la pomme en deux. En réalité, ces 2 dernières années, il faut le reconnaître, la situation s'est nettement améliorée. Mieux que les années précédentes, chaque année. Non, on ne peut même pas comparer parce que ces 2 dernières années, on a pu convoyer à temps, en tout cas à temps, les pèlerins pour pouvoir faire les rites normalement. Il y a des années où on a assisté au karma à la veille, il y a une semaine avant, comment dirais-je, le démarrage, 3 jours. C'est à ce moment qu'on se met à chercher des avionneurs. Le manque de visa. Le manque de visa, tout ça. Moi, je pense que, bon, quand on est dans une dynamique qui est très bonne, il faut maintenir cette dynamique parce qu'on sait aussi les années présentes, qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'on, dans les histoires de copinage, on donnait les vols à des avionneurs ou à un avionneur qui n'était pas en mesure pour des questions Cette année, ce sont des avionneurs libyens et saoudiens. Mais bien évidemment, mais on peut pas... Et le problème, même selon le Coho, c'est la question du slot là qui n'a pas été attribué à temps. Ça peut se régler parce que les pays qui ont été, comment dirais-je, où c'est les pays, comment dirais-je, où se trouvent les avionneurs, c'est des pays qui sont quand même crédibles. Mais on va donner le transport des pèlerins à un avionneur où pratiquement, même, comment ça s'appelle, ces appareils ne sont pas aussi sûrs que ça et qui ont des difficultés pour avoir des slots. Bien évidemment, il faut se trouver. On a vu ça, il n'y a pas eu de sanctions. Moi, je me dis, il faut maintenir ce cap-là. Évidemment, on ne peut pas, comment dirais-je, d'une année à une autre, on ne peut pas ne pas avoir quelques petits soucis. Oui. Mais moi, j'ai dit de manière générale, entre l'année dernière et cette année, le plus important est fait. On a convoyé les pèlerins à temps pour qu'ils puissent faire, en tout cas, comment dire, les rites comme il se doit. Mais amener les gens à la dernière minute en catastrophe, là, on a connu ça, les gens ont décrié et tout, et ça a continué parce que tout simplement, on ne voulait pas dégager, pour des considérations politiciennes, on ne veut pas dégager un monsieur qui était là, qui raflait pratiquement tout. Alors, il y a une amélioration, mais pour la phase retour aussi, quelles sont vos attentes? Je ne me fais pas de soucis, je suis convaincu que même la phase de retour, ça va se passer de cette même façon, n'est-ce pas? Que les pèlerins vont être
transportés au Niger dans des conditions, en tout cas, pas avec beaucoup de retard, parce qu'il y a eu des années où il y a eu tellement de retard, même là-bas, pour convoyer, pour amener, rapatrier les pèlerins. Moi, je pense, le seul problème, moi, que je crains le plus souvent, c'est un peu au niveau de l'hébergement, de la restauration, tout ça, où il y a souvent des problèmes là-bas. C'est des problèmes qui sont aussi liés comment ça s'appelle, aux agences avec les agences qui sont souvent aussi des turiens, qui prennent de l'argent, mais qui font pas le travail comme il se doit. Et moi, je dis, avec l'encadrement du Coro, avec cette équipe-là, moi, je me dis, on peut aller, en tout cas, de l'avant, on peut faire du bon boulot pendant des années. L'essentiel, c'est de maintenir le rythme. C'est-à-dire ne pas amener quelqu'un par complaisance pour qu'il fasse des affaires. Armi l'a dit, le commissaire entrant est le secondé déjà le commissaire, donc il est bien, il est bien imprégné. Donc Abdoulaye, quelles sont vos attentes pour les prochaines éditions de l'organisation du Hajj? Je partage la même appréciation et la même attente que Ousseini. L'année passée, moi je me rappelle, j'ai dit dans ce même studio que c'était une phase test pour l'autre monsieur Ben, je crois bien. J'ai dit que c'était une phase test. Effectivement, cette année, et il a pris de bout en bout, n'est-ce pas, l'organisation de ce Hajj. Quand bien même à une semaine ou 2 semaines avant le démarrage des vols, il a pu être nommé ministre au niveau du gouvernement, ce qui l'avait pas empêché quand même de suivre jusqu'à le dernier vol, je crois. En tout cas, le dernier vol, c'est son adjoint qui avait coordonné ça, je crois. Mais je crois que la dynamique va sûrement, on garde l'espoir, va sûrement être maintenue, le cas va être maintenu, et les petites imperfections pourraient être au fur et à mesure réglées pour que, désormais, qu'on fasse des... On le souhaite, oui, Armi. Oui, en fait, c'est déjà une institution, le Haut Commissariat au Hajj. Donc, il faut professionnaliser le personnel, n'est-ce pas, qui fait l'essentiel du travail. La direction, c'est toute la chaîne, en fait, et au point où leur programme, leur calendrier doit être maîtrisé par tous les Nigériens, je dirais. C'est-à-dire, on sait qu'à telle date, ils doivent aller en mission de prospection. On sait qu'à telle date, leur conseil d'administration va se tenir, ainsi de suite, quoi. Mais il faut professionnaliser, je crois, et ça va aller, puisque c'est connu d'avance. Aujourd'hui, les éléments peuvent te dire jusqu'à quand est-ce que l'Arafat de l'année 2026, quand est-ce qu'il sera, sur quel jour ça va tomber. Et donc, vraiment, il faut se préparer à l'avance. Et en matière d'avion, on le sait aussi, mieux se préparer, moins se cher. Voilà. Et donc, merci. Donc, nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet de ce forum de la presse, depuis plus de 2 semaines, les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri connaissent des perturbations dans la desserte en électricité. Selon la Nigélec, ces perturbations sont dues, je cite, à la chute de 3 pylônes sur la ligne 33 entre Kenji et Birnunkebi, découvert le 8 mai par les agents de la Nigélec. Et le 21 mai, la société annonce encore de nouvelles pannes survenues du côté des infrastructures locales, une situation qui a affecté cette source d'alimentation de la ligne d'interconnexion 132 entre le Nigeria et le Niger. Alors, Ousseini, aujourd'hui, comment vous vivez ces perturbations d'électricité? Quel est aussi votre constat sur l'impact dans la ville de Niamey? Mais on vit au ralenti, Nafisa. On se retrouve dans une situation où on n'a pas la certitude d'avoir l'électricité ne cesse que 3 heures, en tout cas dans la journée ou 3 heures dans la nuit. Moi, je me dis, on est dans une situation inconfortable. Sinon, c'est un calvaire que les gens sont en train de vivre. Mais moi, quand les explications, parce que j'ai suivi ça de bout en bout jusqu'ici, je vois de temps en temps, on parle d'abord d'un des 3 pylônes qui s'effondrent. On dit, c'est de l'autre côté, c'est les techniciens nigériens qui sont en train de travailler là-dessus. Ça fait bientôt pratiquement 1 mois qu'on est dans cette situation-là. Mais alors, jusqu'ici, qu'on disait, subitement patatras, on dit que ici aussi, parce qu'on a demandé, on a mis toute l'énergie, d'un seul coup, on a mis ça dans la production. De Gorobanda, de Goudel, de Dosso, même on est parti prendre
quelques machines pour alimenter le Niger, et qu'on se retrouve encore dans cette situation, parce qu'ils ont trouvé un mécanisme de communication où toutes les semaines, il faut qu'on sorte quelque chose de nouveau. Moi, j'ai dit, tout ça là, c'est parce qu'au Niger, on ne tire pas les leçons de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer, et je le dis haut et fort, quoi qu'on fasse dans ce pays, tant qu'on ne va pas investir dans l'énergie, n'est-ce pas, tout sera vain. Et qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, et ça n'arrange pas. J'ai l'habitude de causer avec le professeur Albert Reit, mais qui dit, voilà, et qui a bataillé pour qu'il n'y ait pas Gorubanda, parce qu'on a le soleil, on a le vent, on a pratiquement tout pour produire de l'énergie, on a l'eau. Comment se fait-il qu'un pays qui se dit indépendant, un pays qui dit, bon, je veux mon autonomie, on va rester agrippé à un autre pays qui nous fait des caprices de temps en temps. On a quand même vécu cette situation après les événements du 26 juillet 2023, où ils ont coupé pendant plus de combien de mois, ils nous ont mis dans l'obscurité. Et aujourd'hui, on est tout entrebu, on est retourné encore, ils sont revenus. Aujourd'hui, ils nous font les mêmes caprices. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Partout où on se développe, c'est parce qu'il y a une énergie, en quantité de l'énergie. On ne connaît même pas les histoires de coupures. On se retrouve dans une situation où, comme si ça, les gens se complaisent dedans. C'est nos voisins, le voisin qui a décidé, c'est nos groupes. Pourquoi? Selon vous, aujourd'hui, vraiment, comme l'a dit Wright, c'est le solaire, la solution. Il y a plusieurs alternatives. Il n'y a pas que le solaire, il y a l'éolien, il y a l'hydro. Voilà, tout ça là. On a tout pour produire de l'énergie en quantité. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Et moi, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut qu'on fasse des investigations. Les gens qui ont pris de l'argent, il faut qu'ils rendent gorge. Il faut qu'on commence à sanctionner dans ce pays. Non, c'est important. C'est important. Imaginez ceux-là qui ont fait. Vous allez chez eux, les groupes, ils ont des groupes indépendants qui leur fournissent de l'énergie. Et les autres qui n'en ont pas. Alors, Arimi, cette coupure continue toujours. La Nigélec procède donc à un délestage dans les différents quartiers de la ville. Ousseini pense qu'on doit vraiment prendre leçon de ce qui se passe ou bien de ce qu'on a déjà vécu. Il faudrait penser aux alternatives. Qu'est-ce que vous en dites? Parlant d'alternatives, il a parlé de disponibilité. Il dit qu'on a le soleil, le vent, l'eau. Mais au-delà, nous avons l'espace. Parce que l'espace, c'est ce dont le solaire a besoin. Jusque-là, les techniciens, les scientifiques du domaine n'ont pas trouvé le moyen de miniaturiser la plaque solaire, les panneaux solaires, mais nous en avons l'espace. On en a à revendre encore. Parce que le Niger, quand même, c'est 1 268 000 kilomètres. Le Niger est assez vaste, oui. Assez vaste. Oui. Voilà. Et donc, et on a vu l'un des dispositifs qui nous a sauvés au moment où nous avons été sanctionnés par la CEDEAO, c'est aussi la centrale solaire qui venait d'être finalisée par nos amis, je dirais français, à l'époque, n'est-ce pas? Et on nous a fait comprendre que ça coûtait 20 milliards de francs CFA. Gorubanda, c'est 80 milliards. Ça fait, donc, Gorubanda pouvait faire la même chose 4 fois. 4 fois, exactement. Oui. OK. Donc, et je me dis que le Niger doit, comme le dit Ousseini, investir dans l'énergie, notamment en planifiant quelque chose comme ça chaque année. Une fois, j'ai proposé ici même, je crois que les fêtes tournantes ont dépensé des dizaines, des centaines de milliards, n'est-ce pas, par an pour faire ça. Mais ici, on dit que chaque fête tournante, on autonomise une des grandes villes du Niger. N'est-ce pas? Aujourd'hui, des villes comme Difa, le Gorubanda peut suffire. Agadez, pas Gorubanda, mais le truc solaire que l'AFD avait fait là. Ça peut suffire. Agadez, ça peut suffire. Et peut-être même Dosso ou Tilaberi. Donc, on serait... Et aujourd'hui, à Niamey et à Dosso et à Tilaberi, on a des problèmes parce que les 3 villes sont liées par l'interconnexion qui nous vient de Kébi. Mais faudrait-il aussi qu'on nous dise
toute la vérité, rien que la vérité. Parce que, pourquoi chaque fois les pylônes, ou comment on les appelle, ne tombent qu'au mois d'avril ou de mai? Peut-être c'est parce que c'est la période quand même, non? Où il y a des intempéries. Voilà. Aujourd'hui, le communicateur de la Nigélec, ses rédactions sont beaucoup plus faciles parce que tous les Nigériens maîtrisent. Quand tu prends, tu ne cherches que quelques points et tout le reste, le texte reste le même. Mais ça fait presque un mois que ça dure, sinon plus. N'est-ce pas? Un mois, oui. Et aujourd'hui, même la femme qui vend de la glace ou le piawata ne peut plus exercer, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas se développer sans électricité. Et il faut que ça soit une politique en tant que telle vraiment. Notre développement doit se passer nécessairement par ça. Les gens viennent prendre notre uranium, ils sont capables de produire sur 20 ans, 30 ans, ils sont capables de fonctionner sans coupure. Et avec des quantités d'énergie que tu ne peux même pas imaginer qu'ils consomment eux. Comment on appelle le chauffage, le train, le ci, le ça, mais comment leurs villes sont éclairées, comment leurs stades sont éclairés en permanence, tu ne peux pas imaginer. Ça veut dire que quand même on peut le faire. Maintenant, il y a quelque chose important qu'on ne fait pas. On ne capitalise pas le savoir-faire. Aujourd'hui, on a à Arlit 40 ans, 50 ans de débris d'uranium jetés à l'air libre. Combien de Nigériens peuvent aujourd'hui extraire et traiter l'uranium et vendre? Ça, on ne doit pas perdre de vue ça. Aujourd'hui, on exploite, on a commencé le pétrole. Les jeunes Nigériens qui doivent apprendre, n'est-ce pas? Et qui doivent vendre leur savoir-faire et servir leur population, leur nation, où est-ce qu'ils sont? Cela pourrait avoir un impact positif sur ce problème énergétique? Bien sûr. Oui. Parce qu'il faut que ce soit nous qui produisons. Il faut que ça soit fait par des Nigériens. Partout là où tu pars, l'expert, il vient d'ailleurs. D'accord. Alors vous, Abdoulaye, quelle est votre appréciation de cette situation que nous vivons aujourd'hui, ce problème énergétique? Bon, c'est vraiment regrettable parce qu'on subit toujours les humeurs du Nigeria. Mais je crois qu'au temps fort des sanctions de la CEDEAO, certains débats quand même ont eu à révéler en fait que le Niger peut être indépendant énergétiquement du Nigeria. Des techniciens sur les plateaux de télévision ont expliqué. Certains sont allés jusqu'à dire que avec la volonté politique, il leur suffisait en 6 mois, ils pouvaient prendre toutes les dispositions, faire en sorte que notre pays soit indépendant énergétiquement, en tout cas ne pas dépendre du Nigeria. Certains ont mis l'accent également sur le gaz qui est en train de s'évaporer à l'air comme ça, au niveau d'Agadem, de la République, tout ça là, qui peut récupérer et transformer en énergie électrique. Donc, si des techniciens qui sont au niveau du ministère de l'énergie, qui sont là à se tourner le pouce, aujourd'hui, disent qu'ils n'attendent que les moyens pour faire en sorte que notre pays soit indépendant énergétiquement, soit en tout cas indépendant du Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on attend? On a vu, on a dit, c'est le contexte de souveraineté de l'Aboussani. Mes deux collègues ont été clairs. Pas de développement sans énergie. Or, l'énergie, on en a à revendre. Le soleil est là, les autres, tout est là. Vous comprenez? Donc, le charbon, tout. Mais qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qui bloque? La volonté politique. Donc, si aujourd'hui, on veut vraiment être souverain, comme c'est le mot qui est à la mode désormais, depuis le 26 juillet 2023, maintenant, il faut passer également par cette indépendance énergétique. Alors, il faut donc miser sur nos alternatives disponibles, telles que le solaire, oui. De votre temps. En fait, aujourd'hui, le Burkina produit les panneaux solaires, n'est-ce pas? On a exactement les mêmes réalités avec ce pays, frère et voisin. On peut aussi en faire. Et en quoi c'est important cet aspect de la chose? Parce que la plaque solaire,
chaque case, chaque vraiment chambre entrée-couchée, chacun peut avoir sa plaque pour alimenter son ventilateur, son frigo et vraiment sa lumière. Et déjà, c'est quelque chose. Si chaque village, il y a un jeune homme qui sait le faire, n'est-ce pas? Et qui peut entretenir, réparer des pannes qui peuvent survenir, c'est déjà quelque chose. Et donc, il faut qu'on investisse et dans la conception et dans la formation. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, c'est dans la tête que ça se passe. D'accord. Les gens ont toujours dit qu'on n'est pas pauvre, mais il faut que dans la tête, nous ne soyons pas pauvres, en fait. Dernier sujet de ce forum de la presse. Dans un contexte de forte demande à l'approche de la fête de la Tabaski, le ministère du Commerce et de l'Industrie du Niger prend des mesures fermes pour garantir la disponibilité du bétail sur le marché national. À travers l'arrêté numéro 31/MC du 9 mai 2025, l'exportation de certaines catégories de bétail est fermement interdite. Abdoulaye, que pensez-vous de cette décision? Bon, je crois que c'est pour pouvoir faire en sorte que, au plan national, que le bétail soit accessible, soit disponible à l'ensemble de ceux qui auront les moyens de faire ce sacrifice d'Abraham. Mais une chose est d'interdire et une chose également et de se poser la question, en cas de mévente, ces gens-là, quel sera leur sort? Justement, l'impact que ça pourrait avoir sur ces revendeurs. Donc, je crois, pour certains, c'est une décision un peu hâtive que le tout nouveau ministre du Commerce a eu à prendre. Le gouvernement, je crois, va faire en sorte qu'il y ait des foires de moutons, je crois. J'ai vu quelque part des affiches foire de moutons, où il faut aller, foire de bétail, je crois, où il faut aller acheter, je ne sais pas à quel coût. Mais c'est que sûr, le mouton coûte cher. Vous avez fait le constat? Déjà. Vous avez fait déjà le constat? Oui, j'ai fait le constat. À Niamey, en tout cas, pas moins de 80 000 francs pour avoir un mouton pour faire ce sacrifice. Alors, les temps sont extrêmement durs, il faut le dire. Maintenant, quelle alternative le gouvernement va-t-il proposer? Est-ce que ces gens auxquels on a interdit d'exporter leur bétail, ceux-là ne vont pas continuer à renchérir les prix? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la période les fêtes de Tabaski, c'est les périodes de traite. C'est là où, c'est pendant ces temps-là, que les revendeurs de moutons, de bétail en tout cas, cherchent à faire leur bénéfice de l'année. Il faut savoir aussi que c'est chaque année donc que ces bétails sont destinés ou bien sont exportés dans des pays voisins à l'approche de la fête de Tabaski et sont revendus à des prix exorbitants. Voilà. Mais est-ce que ici aujourd'hui au plan national, le simple citoyen nigérien pourrait acheter ce genre de bétail? Une chose est d'avoir la disponibilité et une chose est d'avoir les moyens, l'accessibilité. Alors, Ousseini, selon Abdoulaye, donc à la date d'aujourd'hui, les prix des moutons est en hausse selon lui. C'est pas à la portée de tous, malgré donc la décision du ministère du Commerce d'interdire l'exportation du bétail pour vraiment garantir l'accessibilité à toute la population nigérienne. Oui, une chose est d'interdire la sortie. Et oui. Une autre, de créer les conditions pour que les gens puissent accéder à ça. Voilà, les prix. Donc. Voilà, malheureusement, on a dit, bon, ils ne vont pas sortir, comme ça va permettre aux citoyens. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Le monsieur, il a élevé, pendant des années, il a élevé, il va rentabiliser, il va chercher à rentabiliser. Le plus souvent, les moutons, il y a une catégorie de moutons qui sortent de ce pays, c'est les gros moutons qui vont vers, comment dire, le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire, où le pouvoir d'achat des populations n'est pas le même. Voilà. Ici, avec les mecs, comment ça s'appelle, les revenus, déjà, c'est pas évident.
tout à l'heure, Ablaï vient de dire quelque chose de sensé. Moi, je me suis amusé à demander les prix depuis pratiquement l'autre semaine pour savoir exactement, sensiblement. Mais quand je demande aujourd'hui, le lendemain, quand je demande le mouton de la même taille que j'ai demandé hier, on m'a dit que ça coûte autour de 90 000 francs. Le lendemain, quand je vais voir de la même taille, on va me dire, ça veut, on l'a demandé à 150, 115 000. Alors, on est dans une situation, un cycle où on ne va pas en sortir. Parce que les gens pensent que c'est ça la solution. Mais moi, je dis que ce n'est pas la solution. La solution consiste à, si l'État lui-même ne peut pas s'investir, de créer les conditions, en tout cas, trouver des gros, des gros vendeurs pour voir dans quelle mesure ils vont. On a connu ça par le passé sous, le régime Kounché, avec Sonal, où on a mené les moutons, on les parquait par catégorie. C'est-à-dire, on y a pour ceux qui peuvent à 15 000, 20 000, ainsi de suite, n'est-ce pas? Si on peut faire ce genre de choses pendant cette période-là, c'est intéressant. Mais simplement dire aux vendeurs de moutons, vous ne sortez pas avec les moutons. Oui. Et si d'aventure vous tentez de sortir avec des moutons et qu'on vous prend, ça dit que vous n'avez pas on confisque le bétail, on remet ça aux forces. Alors, Arimi, donc, selon vos prédécesseurs, il ne s'agit pas d'interdire l'exportation, il faudrait revoir aussi les prix pour une meilleure accessibilité. Et déjà, nos reporters aussi ont fait le tour d'un certain marché qui, selon eux, vraiment, il y a une faible affluence même. Oui, vous savez, le temps où le mouton est à 40 000, le très gros mouton à 50 000, il est révolu. Il est révolu parce que je pense que notre monnaie est sous le coup aussi d'une certaine inflation, n'est-ce pas? De la même manière que le prix du riz a pratiquement doublé, de la même manière que les fruits et légumes, c'est la même chose. Ça peut de temps en temps baisser, mais la réalité de la cherté de la vie, parce que nos revenus, ça touche pratiquement tous les secteurs. Et ce qui fait que pour le mouton, c'est valable. Et malheureusement, c'est un imbroglio d'intérêt de la population et du vendeur, mais qui fait partie aussi de la population. Quelqu'un a attaché son mouton pendant 1 an. S'il le vend même au double du prix d'achat ou au triple, souvent il n'y a pas de bénéfice en réalité, sauf quand le mouton est à l'air libre, et même ça, le propriétaire a quand même perdu du temps à s'en occuper, à le surveiller et tout. Donc c'est très complexe. Que l'État, pour que ça soit disponible, interdise la sortie, c'est aussi du droit de l'État, et c'est une certaine tendance à privilégier un peu la population locale, les nationaux comme on dit. Mais de l'autre côté, lui, le vendeur, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, donc c'est un peu complexe. Si c'est très bien étudié, ce que Hussein vient de rappeler, n'est-ce pas? Vraiment objectivement, parce que le rôle du gouvernant, c'est de s'occuper des intérêts et de celui qui achète, mais aussi de celui qui vend. Ok, donc si c'est... Beaucoup ont fait la remarque, et moi-même j'en ai remarqué, que la viande, n'est-ce pas, souvent coûte moins cher au Burkina ou au Bénin qu'au Niger, alors que ces pays sont ravitaillés pour l'essentiel par le Niger. Et donc ça aussi, c'est un problème, parce qu'on a un problème avec nos commerçants, on le sait aussi, n'est-ce pas? Le renchérissement, le fait de mettre de côté les produits pour que ça coûte cher, de créer la rareté, pour que ça aussi, ça nous connaît malheureusement. Aujourd'hui, c'est cher, demain, c'est un peu moins cher, on se rend compte que ça risque de ne pas se vendre, on diminue 20 000, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on est à 1 semaine donc de cette fête de Tabaski qui sera donc célébrée le 6 juin, autant pour moi prochain. Nous espérons que la situation soit revue pour que tous puissent avoir accès à ces moutons à un prix raisonnable. Et c'est ici que prend fin ce forum de la presse. Nous remercions à M. Hussein Issa, journaliste indépendant, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant. La technique a été assurée par Issa Lawali. Je suis Nefis Adam Sirfo à la modération. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.